des deux courbes et j'en reparlerai. Sur la biodiversité, sur des prairies de fauche, des prairies maigres de fauche. Et donc, c'est Arnaud Farinel qui va nous présenter, qui donc vient de Belgique et de Ferrare-Mieux. Oui, donc je vais vous parler de l'impact de la fertilisation sur, en gros, la conservation des prairies 65-10. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est. Peut-être en guise très rapide d'introduction, donc nous, au niveau de Fourage Mieux, on fait du conseil et du développement en gestion de prairies en Belgique. Et alors pour ma formation, parce que là, vous allez voir, 65-10, ça correspond au code Natura 2000. Par contre, je suis ingénieur agronome, mon domaine de base, c'est la nutrition des animaux, et le domaine qui m'intéresse, c'est la gestion des prairies, la fertilisation, et comme vous avez pu avoir en aspect hier en Belgique, on est sur des systèmes assez intensifs. Ce qui explique en partie pour la raison pour laquelle on a eu ce projet, qui va être d'intégrer les questions de biodiversité au sein d'une réflexion agricole. Donc j'insiste là-dessus, donc je vais vous parler biodiversité, mais avec une vue agricole, ça va peut-être faire bondir des écologues ou pas, mais on va voir ça. Donc la prairie 65-10 en code Natura 2000, donc c'est très administratif, ça correspond à la prairie maigre de fauche de basse altitude. Voilà le code. On va retrouver ça, après on va avoir une carte en fait à peu près partout en Europe avec des espèces végétales différentes. Par contre, c'est le faciès et les rôles que ça joue et où ça s'intègre dans un système agricole qui vont toujours être les mêmes. Là, vous avez une photo d'une prairie 65-10. Alors vous allez me dire c'est une prairie. Ben oui, en gros, c'est ça. On va le voir après avec les surfaces. La prairie 65-10, c'est une prairie très très courante. Donc c'est une prairie de fauche, fauchée tardivement. On va voir l'historique après, on va comprendre ça. Vous comprendrez un peu mieux. Et en fait, ce faciès-là, on va tout le temps le retrouver. Donc, en fait, on va avoir une part importante de graminées. On va retrouver quelques graminées hautes, mais également en couvert de graminées de plus basse hauteur. Et au milieu de tout ça, on va retrouver une certaine diversité floristique. Ça va avoir une certaine importance parce que il y a toujours ces questions de biodiversité végétale par lesquelles on va caractériser la prairie. Mais derrière, c'est plutôt les rôles qu'elle joue qui vont être intéressants au niveau de l'environnement. Donc, dans ces rôles-là, il y a la préservation de la biodiversité végétale, mais il y a également tout un impact sur la biodiversité, que ce soit au niveau des insectes, des oiseaux. On va retrouver énormément d'oiseaux, par exemple, qui nichent au sol, qui sont très contents d'avoir un couvert haut, avec des graminées hautes, mais pas trop denses que pour pouvoir faire des nids. Et on va retrouver tout un tas d'insectes comme des papillons qui peuvent être intéressés par certaines espèces de fleurs très spécifiques, mais qui souvent, chez ces papillons-là, en fait, les larves vont manger plutôt des graminées. Donc on aime bien avoir la diversité des deux. Donc ça, c'est peut-être plus pour la partie animale. Bon, on en a déjà parlé pas mal dans les autres avant, donc je ne vais pas y revenir dessus. Il y a également tout un aspect paysager. Vous avez des chemins touristiques qui tournent, alors des beaux chemins, c'est au Grand-Duché du Luxembourg. Quand ils font un chemin touristique, c'est bien aménagé. Mais bon, donc ça fait partie de la réflexion derrière. Donc tous ces rôles-là vont être on va devoir les prendre en compte. Donc moi, je vais vous parler valorisation agricole, mais il faut toujours garder en tête, et c'est vraiment une grande importance à ce niveau-là, que ça s'intègre dans des autres réflexions également. Il y aura un article dans la revue Fourage, dedans on va aborder, je vais aussi également apporter ici un peu l'aspect botanique, de manière relativement superficielle, je l'avoue, mais je l'aborde quand même. Pour moi, les deux sont totalement indissociables sur ce type de prairie-là. Là, je vais vous parler engrais. Alors, je vais vous spoiler une partie de l'exposé, mais en gros, quand on met de l'engrais, il y a plus d'herbe. Donc, si on ne met pas le volet biodiversité derrière, ça n'a pas grande importance. L'enjeu, ou en tout cas l'état des prairies 65-10 actuelles, ben, vous les avez partout où il y a de la couleur, vous retirez le gris, c'est où on retrouve l'habitat 65-10. En fait, l'habitat 65-10, comme je dis, c'est une prairie de fauche. Donc partout où il y a de l'élevage, où les prairies peuvent être naturellement présentes, on va en retrouver. Donc, excepté pour tour méditerranéen, on va en retrouver nettement moins. C'est milieu inconnu, donc il y en a, mais en faible quantité. On va en retrouver un peu partout sur l'Europe. Vous avez un code couleur, comme tous les codes couleurs, vous avez compris, c'est rouge, c'est orange, donc ça veut dire que c'est pas terrible. Donc l'état de conservation des habitats, je vais voir comment on l'explique après, est pas bon en Europe. Ça, c'est en 2009, ce modo, il ne s'est pas spécialement amélioré. Petit historique pour comprendre un peu les chiffres desquels on va parler, parce que là, je vous parle dans le code. Alors, je sais que quand on parle habitat naturel, on s'imagine une prairie très, très écarté de tout, pas spécialement représentatif de ce qu'on trouve dans la région, mais on va voir que c'est un peu différent. La prairie maigre de fauche, le maigre n'est pas toujours très bien choisi, c'est en milieu anthropogène, ça Pascal l'a expliqué, avec les prairies, c'est souvent lié à une activité humaine. Alors, avant qu'il y ait les humains, on avait des prairies naturelles avec les mammouths, mais un peu plus compliqué à mettre en place.
Donc la prairie de fauche, assez logiquement, c'est en milieu anthropogène, c'est mis dedans, c'est fauche, bah, il faut quelqu'un pour faucher. L'autre information que l'on va par rapport à ça, c'est que c'est en milieu mésotrophe, donc moyennement riche. En fait, la prairie de fauche, si on fait l'historique agricole, dès le développement de la propriété privée, on savait en violon, les éleveurs avaient des animaux qui pâturaient, en fait, il y avait une pâture, des terrains communs une bonne partie de l'année. L'hiver était rentré à l'étable, ça fait du fumier. Le fumier, il faut le mettre quelque part. Le fumier, on le met sur la prairie de fauche qui appartient en quelque sorte à l'agriculteur et qui lui sert à nourrir ses animaux pendant l'hiver. Donc la prairie de fauche historique est plutôt moyennement riche. Il y a de l'apport de matière organique régulier, pas forcément tous les ans, mais régulier. Donc, il y a un apport de matière organique régulier mésotrophe, anthropogène, parce qu'il y a une fauche. On ne va pas rentrer sur les questions de date de fauche ici, mais une date de fauche relativement tardive. Historiquement, on faisait du foin, c'est compliqué de faire de l'ensilage sans matériel. Donc, on fauchait tardivement quand la météo le permettait, et puisqu'on le faisait à la faux, autant dire que même si vous aviez que 5 hectares à faucher, forcément, vous ne faisiez pas ça sur 2 jours. Donc, ça prenait à peu près tout l'été. Donc, on avait une date de fauche relativement tardive. Ça, c'est la situation historique, et puis ça a évolué. Intensification agricole, on ne va pas revenir tout là-dessus, mais par contre, on avait des prairies de fauche, donc généralement aux abords des villages, près des exploitations agricoles, sur des terrains relativement accessibles, qui présentaient déjà une certaine fertilité. Donc en fait, la prairie 65-10 est la prairie qui s'est le mieux comportée par rapport à l'intensification agricole, en quelque sorte, ou en tout cas celle qui a le mieux réagi aux apports de fertilisants et aux fauches plus précoces. Pour faire très simple. Quand je dis le mieux réagi, c'est le mieux réagi dans certains objectifs qui étaient à l'époque produire plus en fait. Et donc ces milieux-là ont relativement, pour être utilisé en faible terme, disparu. Donc d'après des études sur l'Allemagne, on estime qu'il reste actuellement entre 1 à 5% des habitats 65-10 qui étaient présents il y a un peu plus d'un siècle. Si je reprends les chiffres actuels des références, on est à 1 115 000 hectares de prairies 65, enfin 2009, un peu plus d'1 million d'hectares de prairies 65-10. Vous faites le calcul sympa par rapport aux 5%, on fait x20, on arrive qu'on estimait à 22 millions d'hectares de prairies 65-10 début des années 1900. Pour vous donner une idée, ben actuellement, les prairies permanentes en Europe, c'est 64 millions d'hectares. Alors, on va faire très schématique. La moitié est pâturée, la moitié est fauchée. Donc, vous avez 32 millions d'hectares de fauche. Dans les 32 millions d'hectares de fauche, il y en avait 22 millions qui correspondaient à l'habitat 65-10, avec, lié à ça, sa biodiversité végétale, mais également animale. Donc, vous avez un peu une idée de l'ampleur des disparitions. Il y a eu des travaux en Suisse qui ont également montré que c'était l'habitat qui avait grosso modo le plus disparu. Et il a plus disparu parce que bien réactif à l'intensification agricole et parce que peu protégé. En fait, on est énormément dans une question de biodiversité un peu ordinaire. Dans les prairies de fauche, on va retrouver comme plantes à fleurs typiques de la centaurée et des marguerites. En fait, des trucs que tout le monde voit. Il y a des espèces protégées, mais pour la plupart, il y en a plus, en fait, quasiment toutes ont disparu. Donc, le problème est clos. Et donc, en fait, c'est relativement peu, même d'un point de vue écologue, c'est rarement, on ne les retrouve pas, l'habitat 65-10, on ne les retrouve pas dans les réserves naturelles, enfin très peu, en tout cas, on les retrouve peu dans les habitats directement protégés. Donc, souvent, il y a un enjeu national, mais il n'y a pas une protection réellement mise dessus. Et donc, l'idée de ce projet au Grand-Duché du Luxembourg, mais qui rejoint des problématiques qu'on retrouve en France, en Belgique, en Allemagne, ça va être de conserver ces milieux, du fait de tous les services qui peuvent rendre, en gardant en tête qu'on parle de grandes surfaces encore, même s'il y en a déjà beaucoup qui ont disparu, on reste sur des grandes surfaces, donc on ne peut pas le mettre en réserve, c'est quasiment impossible. Il faut l'intégrer dans les réflexions agricoles. Surtout qu'en plus, c'est un milieu qui présente une certaine productivité, certes à relativiser dans un certain contexte, mais elle est quand même présente. Et c'est un milieu qui repose aussi, et ça on va insister dessus, sur une fertilisation adaptée. Le milieu était créé parce qu'on apportait du fumier. En Belgique, après 20 ans de mesures agro-environnementales sur ce type d'habitat-là, où une approche juste écologue et environnementale avait arrêté la fertilisation, on s'est rendu compte en fonction des milieux, dans d'autres, ça restait relativement stable, mais sur certains milieux, on a eu une dégradation de l'habitat. En fait, on avait une prairie maigre de faune qui est devenue une pelouse calcaire, par exemple. On va rentrer dans les détails. Enfin, toujours plein de biodiversité, mais pas la même. Donc, on avait des oiseaux, des espèces végétales, des espèces d'insectes
disparaissaient, alors qu'on appliquait des mesures agro-environnementales. C'est à partir de là qu'on a eu un peu de discussion entre les secteurs. Donc, l'étude au Grand-Duché du Luxembourg, financée par le ministère de l'Agriculture, c'était de comparer deux mesures agro-environnementales qu'ils ont. La mesure P3, avec une fauche au 15 juin, et autorisation de mettre 50 unités, 50 kg d'azote par hectare par an. Et la mesure P4, où on est toujours sur une fauche au 15 juin et pas de fertilisation. Objectif du projet, combiner les approches environnementales et agricoles. Ça, c'est pour la partie communication. Pour la vraie partie, l'objectif du projet, c'était de répondre au fait que l'Europe leur tapait sur les doigts parce qu'ils ne respectaient pas certaines règles. Et donc, il fallait des chiffres. Mais tant qu'à mettre en projet, on s'est dit, on va quand même essayer de combiner. Et pourquoi combiner? Parce que j'insiste, la prairie 6510 s'intègre dans le secteur agricole. Et en fait, juste venir avec une mesure agro-environnementale, on peut le faire. Hein. Mais c'est ça, et donner une prime. Et 9 fois sur 10, la réponse, c'est la prime, elle ne suffit pas. On ne commence pas à les perdre. Donc l'idée, c'est de venir derrière aussi avec des chiffres pour faire du conseil agricole, en expliquant, après, du coup, ferme par ferme, souvent, ben voilà, telle parcelle, elle peut s'intégrer dans ton système, on a des références, voilà la qualité de fourrage, voilà le rendement, voilà comment on peut intégrer ça dans ton système. Tu profites de la prime, toujours ça de prix, mais au final, ça ne gêne pas ou ça s'intègre correctement dans tes réflexions. Donc pour ça, une bonne vingtaine de prairies sélectionnées dans tout le pays pour avoir les différents contextes pédologiques. Bon, après, on a parlé du Massif central qui, à lui tout seul, doit être plus grand que le Grand-Duché, mais voilà. Après, sur une petite distance, on va de terrain dans le sud-ouest, marneux, donc argileux, calcaire, mais acide. Dans l'est, argileux, calcaire, très basique. Dans le nord, limoneux, caillouteux. Et dans le centre-ouest, sableux. Donc, on a quand même une belle diversité de types de sol, et chaque fois avec des prairies de 65-10, donc qui remplissent les différents rôles. Et donc, en fait, toutes ces parcelles-là, on les a divisées en deux. Dans une zone homogène, une partie sur laquelle on mettait de l'engrais, correspondant aux 50 kg d'azote, et sur l'autre partie, on ne mettait pas d'engrais. On a fait des analyses de sol tous les ans, des relevés de flore tous les ans, des rendements et des analyses de fourrage lors de chaque coup. Au niveau de la fertilisation, on a appliqué une fertilisation minérale. Pourquoi? Parce qu'elle est autorisée. Et ça, alors, bon, il y a des raisons d'essai, c'est plus pratique que de l'organique quand on veut comparer deux choses, mais c'est surtout des raisons pratiques de réalité de terrain, en fait. La plupart des agriculteurs mettent de l'engrais minéral sur ces parcelles-là, pas d'engrais organique. Pourquoi? Parce que s'ils les ont engagés en MAE, c'est parce que la parcelle n'était pas accessible. Parce qu'elle les ennuyait, elle était loin, elle est en pente, le sol est humide, des choses comme ça. Et donc, venir en épandeur à fumier ou en tonneau à lisier, c'est pas très pratique. En épandeur à engrais, c'est beaucoup plus léger, ça passe partout. Donc ça, c'était le premier point. Donc, question de pratique. Autre chose, c'était une volonté aussi un peu de l'étude. On s'est dit, on va se mettre dans le pire des cas. On a des chiffres sur la Wallonie, sur la fertilisation organique, donc on va en parler. On s'est dit, la minérale, a priori, c'est un engrais beaucoup plus rapide. Ça va être plus gênant, entre guillemets. C'est ça qui va peut-être être plus impactant pour la flore. Donc, on va se mettre dans le pire des cas pour voir dans une situation bien contrastée, qu'est-ce que l'on a. Donc, début avril, on fertilisait, on faisait nos différentes mesures. En parallèle à ça, juste pour l'info, on a fait des analyses d'oligo du sol, on a fait des analyses d'herbe au mois de mai pour les questions d'indice de nutrition dont on a parlé hier. Donc, j'ai plein de chiffres, je ne sais pas comment faire, mais si ça intéresse quelqu'un. On a des analyses de tanin condensé en première coupe de 2021 qui nous ont montré qu'il y a des plantes à tanin, mais diluées dans la masse, on ne voit pas la différence. Et on a des suivis de papillons qui nous ont dit que quand on a plus de fleurs, on a plus de papillons. C'est une info, l'air de rien. Mais ça joue parce que quand on fauche au 15 juin, là on rejoint la question de la date de fauche, on est limite sur les floraisons. Et bien que, je vais en parler après, il y a peu de différences dans les relevés de flore entre les zones, il y avait des différences notables au niveau des papillons, parce qu'on retardait la date de floraison et les prairies étaient fauchées avant. Donc, parfois. Donc, on a évalué l'état de conservation des habitats, c'est ça la partie analyse floristique. Donc, alors, comment est-ce qu'on va évaluer en état de conservation d'habitat pour faire simple? Alors, il y a des différentes méthodes en fonction des pays, des régions. On a pris la méthode wallonne, parce qu'on est dans le même contexte qu'au Luxembourg, et elle était beaucoup plus facile à appliquer avec une méthodologie scientifique. Au Luxembourg, c'est fort à l'œil. Il y a beaucoup de fleurs, c'est bien, pas beaucoup de fleurs, c'est pas bien. C'est gênant d'un point de vue scientifique. Donc, on a pris la méthode belge qui repose sur un certain nombre d'espèces indiquant l'habitat, la qualité de l'habitat et les perturbations. C'est toujours ça qu'on va retrouver comme note. En fait, on va avoir des notes
qui nous donne la qualité de l'habitat, donc l'intégrité de l'habitat, qui nous ici pour représenter sur un certain nombre d'espèces indicatrices que l'on ne retrouve pas, sur le recouvrement, donc l'importance de ces espèces-là. Donc ça va nous donner 2 notes. Chaque fois, A, c'est bien, B, c'est bon, mais un peu moins bien, C, c'est moins bien, D, c'est très mauvais. Donc on va avoir des notes de qualité, et on va avoir des notes qui représentent des perturbations, avec des espèces plutôt nitrophiles ou des espèces plutôt de pâturage. Parce que c'est bien. Pourquoi c'est pas bien des espèces de pâturage? Parce que c'est une prairie de fauche. Donc, a priori, il ne faut pas d'espèces de pâturage. Et donc, on va avoir 4 notes à chaque fois. Et la note globale, d'un point de vue purement, bêtement administratif, c'est la plus mauvaise des 4. Et moi, ici, d'une part, la volonté, le projet démarre d'une demande de l'Europe. Donc, on va se mettre sur les critères d'évaluation administratifs. Et donc, le premier point que l'on peut citer déjà à partir de là, c'est que quand on compare après 4 ans d'essai, donc de 2020 à 2023, on a mis de l'engrais, le nombre de parcelles classées A, quand je prenais la zone sans engrais ou la zone engrais, il y avait le même nombre. Pareil en B, pareil en C, pareil en D. Donc il y a eu des petites différences floristiques, mais concrètement, au niveau de l'état de conservation administrative, ça ne changeait pas. Donc en soi, c'était déjà plus ou moins un bon point, parce qu'au niveau des mesures agro-environnementales, elles étaient pas mal. Ça ne changeait pas d'un point de vue relevé de flore. Après, d'un point de vue visuel, là, vous avez une photo drone. Je ne sais pas si on voit bien, mais la partie du milieu, c'est celle où il y a de l'engrais. Et en fait, dans la partie du milieu, il y a quand même des graminées qui sont plus développées. Donc, certes, il y a autant de fleurs, mais bon, ça commence déjà à devenir un peu visuellement discutable. La question la plus importante, ça va être le rendement. En fait, c'est ça qui va réagir à l'engrais. Ici, en abscisse, vous avez le rendement dans les zones sans engrais de la première coupe et en ordonnée, le rendement dans les zones avec engrais. Si vous êtes au-dessus de la barre en oblique, c'est qu'il y a plus de production dans la zone fertilisée que dans la zone non fertilisée. 2020, dès la première année de la fertilisation, en moyenne, on avait 1 tonne de plus dans les zones fertilisées. 2023, après 4 ans de fertilisation, on avait 1 tonne de plus dans les zones fertilisées. En fait, le rendement a augmenté, mais très vite, dès la première année. Les faits sont en engrais minéral, ça joue vite. Mais en fait, ça ne s'est pas creusé par la suite. Et ça, c'est la question du rendement, mais on observait la même chose au niveau floristique. Et là, c'est la liste des espèces nitrophiles, donc des perturbations. Et en fait, bon, vous avez le box-plot là. Alors, il faut plutôt regarder les écarts types, la moyenne, on s'en fout un peu là. Mais grosso modo, vous voyez à chaque fois la partie droite, donc plus foncée, qui est la zone fertilisée. On a plus d'espèces nitrophiles. L'importance des espèces nitrophiles est un peu plus importante. Un peu, hein, au niveau de la note, ça ne change rien, je rappelle, hein, donc quelques pourcents. Mais elle est un peu plus importante dans les zones fertilisées que non fertilisées. Ça s'est marqué dès la première année, mais concrètement, la différence, elle ne s'est pas accentuée au fur et à mesure du temps, en fait. Donc ça, c'était quand même un des points essentiels. Si on regarde le pourcentage de dicotes, donc les fleurs, on va avoir la même réflexion. Un peu moins de dicotes dès le début, mais ça ne bouge pas. L'indice Ellenberg, qui nous renseigne sur la richesse du sol et la disponibilité en azote, pareil, très rapidement plus haut, mais après, il ne bouge plus. Donc effet rapide, mais peu dans le temps. Au niveau des valeurs alimentaires, du coup, je vais faire vite. Là, c'est la même réflexion, mais c'est pour les teneurs en énergie. Vous voyez que tout est à peu près sur la droite oblique. En fait, concrètement, ouais, si on augmente un peu le rendement, parce qu'il y a un peu plus de fibres, la teneur en énergie diminue un petit peu en moyenne. Ben, on est exactement dans la même gamme. Pour la question de la valorisation, ça ne change pas. La valorisation, j'en ai déjà parlé ici en 2019, donc je ne vais pas refaire dessus. Pour les protéines, c'est le même raisonnement, si ce n'est qu'il y a un peu plus de PDI dans la zone fertilisée, mais ça, c'est grâce au bienfait des analyses infrarouges qui n'arrivent pas à me faire la différence entre l'azote protéique et l'azote non protéique. J'ai mis de l'azote minéral, j'ai un peu plus d'azote non protéique, et du coup, tout ça me dit qu'il y a plus de protéines. C'est du détail analytique, mais dans la pratique, ça ne change pas. Faut-il fertiliser ou enfin, on peut tourner la question comme on veut. Au niveau de la flore, légère dégradation. Qualité de fourrage, ça ne change rien. Rendement, beaucoup plus important. Donc oui, il faut fertiliser, si ce n'est que, petit point économique, sans parler des primes, sans parler des discussions politiques, alors je fais de l'économique très basique. On a calculé le gain de fourrage, donc en gros avec le prix du fourrage, des différentes années, en moyenne sur les zones fertilisées. Grâce au gain de fourrage, en 2020, on gagnait 209 €. La zone fertilisée permettait de gagner 209 € de plus. Par contre, on avait un coût de fertilisation en moyenne de 182 €. Donc en moyenne, on gagnait 30 € à fertiliser. Voilà. Dans le coût de la fertilisation, il y a l'engrais, le passage pour la machine et le surplus de pressage, qui est plus de valeur, c'est plus cher. Mais c'est variable ça. Et donc sur 18 parcelles sur lesquelles on avait les chiffres pour les 4 ans, il y en a 8 par exemple en 2020 où le bilan était négatif. Avoir appliqué de l'engrais, ça avait coûté de l'argent au final. En 2021, il y en avait 7. En 2022, le prix de l'engrais a augmenté. On est passé à 11 parcelles à bilan négatif.
2023, le prix de l'engrais est resté haut, le prix du fourrage a diminué. Sur 18 parcelles, il y en avait 17 où on avait perdu de l'argent. Je n'ai pas pris en compte les primes là. Donc, dans la zone sans engrais, en plus, il y a 75 € supplémentaires de primes MAE. Donc, autant dire que le bilan économique, il pas de compte d'intérêt à les fertiliser. Donc, comment est-ce qu'on va raisonner la réflexion? En fait, on va considérer le niveau d'autonomie fourragère. Honnêtement, on peut faire tous les calculs qu'on veut par rapport au prix d'acheter du fourrage, mais l'idée, c'est de ne pas acheter de fourrage. C'est juste une source d'emmerde, donc n'achetez pas de fourrage. Donc, celui qui est limite en autonomie fourragère, ben, pourquoi pas? Celui qui n'y est pas, qui est autonome, ça ne sert à rien, il va perdre de l'argent. Par contre, préférer la fertilisation organique, bêtement pour la question perturbation. Tout ce qui monte, on l'a montré tout de suite, hein, ce qui monte, c'est les espèces nitrophiles, elles montent dès la première année. Donc, ce qui joue, c'est la rapidité de l'azote. Mettez du fumier ou du compost, honnêtement, ça va déjà fortement aplatir cette question-là. Et par contre, ça permettra de garder un certain niveau de fertilité au niveau du sol. Et éventuellement, adapter les doses. Ici, on a apporté 50 unités d'azote. Quand je regarde l'exportation en protéines en kilo par hectare entre les zones 0 et les zones fertilisées, donc ici, mettons, zone fertilisée, 2020 en moyenne, 115 kg de protéines en plus exportées par hectare. Si je refais à chaque fois le calcul de ce que ça représente comme azote, ben, en fait, en 2020, on a exporté 17 kg d'azote par hectare en plus dans les zones fertilisées que dans les zones non fertilisées. 2021, 25 kg, 18, 27, donc en gros une vingtaine de kilos par hectare en plus. Or, on en apporte 50. Donc, en fait, il y a entre 20 et 30 kilos, on va dire, qui, concrètement, alors on peut discuter sur la dynamique de pousse de l'herbe, sur le fait que ça lance la végétation, mais qui, en fait, ça ne sert à rien. On exporte 20 kilos de plus, on en a apporté 50, les 30 autres, ils finissent dans les nappes phréatiques, hein, ils ne restent pas là. Hein. Donc, et en plus, il a fallu les payer, donc c'est toujours ça. Donc, la réflexion porte plutôt sur préférer la fertilisation organique et limiter les doses. En fait, sur ce type d'habitat-là, ça ne va pas servir à grand-chose. Alors après, on peut rentrer dans les discussions sur les prairies très maigres. En plus, ça réagit très peu. Donc voilà un petit peu pour les idées générales. Et donc, je vous remets une photo de l'importance paysagère de ces parcelles. Les prix des fourrages, parce qu'on n'a pas de valeur marché. Il y a très peu de marché. En Belgique et Luxembourg, il y a beaucoup de gens qui sont pas autonomes, donc on a relativement des prix du marché. Prix du marché, alors bon, il y a le prix ponctuel. Là, ça devient plus des questions sur d'autres questions, mais on a nous, en Belgique, tous les 2 ans, on fait une mise à jour des prix qui sont utilisés par les assurances, notamment, et les tribunaux pour les dégâts de gibier. Donc, on est reparti sur cette base-là, et eux, tous les deux, qui sont discutés 2 fois par an, ils sont pris avec discussion auprès de plein de marchands. Donc, ça reste une approximation, et clairement, d'un point à l'autre, ça va changer. Et dans ces prix-là, ben, souvent, on ne prend absolument pas en compte de la qualité. Hein. C'est des gens qui ont besoin de fourrage, ils achètent ce qu'il y a. Donc, ouais. Avec un discours d'agronome. Par rapport à la question quand même Natura 2000, au bout du compte, alors le résultat m'arrange très bien. Hein. Et par rapport à la biodiversité, on a quand même sur 4 ans, hein, c'est ça? Oui. On a quand même une modification de la composition floristique parce qu'on a une augmentation de la productivité, plus de POAC. C'est visuel et puis ça se voit aussi sur la qualité fourragère avec peut-être sur les fauches tardives, plus de fibres, des choses comme ça. Et ça veut dire qu'il y a déjà. Enfin, puis les 4 catégories ABCD, c'est pas suffisamment fin pour. En 4 ans, voire. Un changement de catégorie, ça voudrait dire presque que c'est trop tard, quoi. Ça veut dire qu'il y a le côté économique, mais j'aurais bien aimé que tu rajoutes aussi le fait que ça concordait aussi. Il y aura un article juste sur la partie flore, parce que ça demande le fait de pas mal de réflexions. En fait, non, honnêtement, même sur la partie nitrophile, elle est très faible, hein, la différence. Elle se marque bien parce qu'il y a le jeu d'échelle, hein, mais je veux dire, on passe de 12% de recouvrement à 15%, avec une variable. Oui, avec une. Oui, mais honnêtement, nous, dans ces cas-là, ce qu'on va, parce que c'est pour ça qu'on l'avait mis, hein, mais au-delà de la partie juste une espèce nitrophile, on prend l'indice Ellenberg. Comme ça, on compensera avec toutes les espèces et pas que la liste.
où on reste sur une variabilité très faible et on reste sur les, typiquement, je veux dire, ce niveau-là d'indice Edlundberg, on trouve plein de prairies mésophiles, même qui reçoivent 65-10, qui ne reçoivent pas d'enquête, qui sont à ce niveau-là. Alors bon, on fait avec le budget qu'on a. On nous a demandé 4 ans, on a fait 4 ans. La tendance qu'on avait, je travaille aussi avec des écologues, hein. Je ne fais pas juste moi qui l'ai deviné ça. Mais en fait, c'est que la différence est marquée dès la première année et par contre, elle est restée stable. Au niveau du sol, on a la même chose. Non, non, là, franchement, alors après, on mettra dans l'article, il y aura les analyses statistiques. Oui, mais la différence d'année en année, par contre, là, je ne l'ai pas mis, mais en 2023, les espèces indicatrices de qualité sont nettement plus élevées dans la zone fertilisée que dans la zone non fertilisée, en fait. On coupe le tout. Donc, la différence, en fait, est restée réellement très, très stable au cours du temps. Ce qu'on observe aussi au niveau des analyses de sol qu'on a fait, je ne les ai pas remis, parce qu'on a juste montré qu'il n'y avait pas de différence, ça ne sert à rien. Mais on n'a pas de différence non plus. Donc, je veux dire, la tendance est plutôt que, après, ça reste l'évaluation d'une mesure agro-environnementale comme elle est là. C'est ça que derrière, on vient quand même avec le fait que venir jouer avec 50 unités d'azote n'est pas le truc le plus malin, même aussi dans raison agronomique. Mais voilà, je veux dire, même là où on est quand même dans un cas extrême, honnêtement, sur tous les agriculteurs qu'on avait, j'en avais aucun qui mettait 50 unités d'azote par an. En fait, ils s'engagent dans cette mesure-là pour pas perdre trop en flexibilité. Mais la plupart ne les mettent même pas tous les ans, peut-être tous les 2 ans, enfin ça dépend l'année, ça dépend ce qu'ils ont comme engrais. Donc voilà, nous on s'est vraiment mis dans le pire des cas, en sachant qu'en plus, nous systématiquement, et là la question de la date de fauche joue quand même, on a fauché au 15 juin pour nos mesures de rendement et autres qu'on faisait juste avant la fauche. Et la date de fauche a limite beaucoup plus d'importance que l'apport de fertilisants. Or, en fonction des années, je veux dire, il y a une année, on n'a pas de mesure de deuxième coupe parce que les gens ont fait leur première coupe fin août en fait. Donc voilà, je veux dire, c'est ça que la différence reste relativement. Il y a une différence, donc on en parle. Concrètement, après, elle n'est pas très très grave en tant que telle et elle a l'air de rester relativement stable. Donc, je veux dire, quand on a vu les résultats la première année, on s'est dit si on continue sur cette tendance-là, ça ne va pas aller. Or, au final, 2021, si on prend les indices de l'ENBER, enfin, si on prend au niveau des écarts types, on n'a pas réellement de différence entre les deux zones. Donc, voilà, il y a aussi en gros effet année. Sur la partie graminée, elles sont un petit peu plus présentes, mais pareil, pas beaucoup, mais par contre, elles montent plus haut. Donc, visuellement, ça fait une différence, que les fleurs sont plus basses. Donc, quand on le voit d'au-dessus ou autre, on se dit qu'il y a une différence. Une fois qu'on écarte en eux, ça change quand même. Au niveau qualité de fourrage, il n'y en a pas, hein. Je veux dire, on passait alors, elle est notable parce qu'il y a un peu plus de fibres, mais style, je passe de 59% de NDF dans les zones non fertilisées à 60% dans les zones fertilisées. C'est pareil. Après, je l'ai sur 22 parcelles. Il y en a 21 où le taux de NDF est 1% plus élevé, donc c'est clairement significatif, mais la partie pratique, ça ne change pas grand-chose. Je veux dire, c'est ça que dans le volet valorisation alimentaire, on ne fait pas de distinction entre les deux. Question de curiosité. Est-ce que dans vos travaux, vous avez fait des corrélations entre le nombre d'espèces et la quantité de fourrage? Oui, il n'y a pas de différence. Après, on est automatiquement, donc, quand on a sélectionné les parcelles, on a pris des prairies qui correspondaient à l'habitat 65-10 en bon état de conservation. L'objectif des MAE étant de les conserver déjà. Donc, on était déjà sur des prairies diversifiées, entre 25 et 5, sur nos quadras, entre 25 et 45 espèces. Donc, je veux dire, voilà, on était sur du diversifié. Après, entre celle qui est à 25 et celle qui est à 45, pas de différence sur le rendement, pas de différence sur la qualité de fourrage. Ça reste. Ouais. Et quel est l'effet de cette date sur la biodiversité? Est-ce qu'il y a une date où on préserve la biodiversité en même temps avoir une bonne qualité? Oui, il y a sûrement une date optimale. Après, c'est la difficulté au niveau des mesures environnementales, c'est de prendre les différents contextes pédoclimatiques. Honnêtement, nous, le ressenti qu'on avait, c'est que la date du 15 juin, là, dans pas mal de prairies, était limite. Surtout qu'on a eu, sur 4 ans, je crois qu'on a eu 3 fois des débuts de printemps très froids, avec des débuts de végétation tardive. On se retrouvait avec beaucoup de plantes qui n'étaient pas encore en fleurs au 15 juin. En mesure agro-environnementale un peu équivalente, en Belgique, on est plutôt sur une fauche au 1er juillet.
là, souvent, il y a trop de soucis. Après, ça va être fortement lié au contexte, hein. Entre le sud et le nord du pays, même si c'est tout petit, il y a, enfin, ou même pas, parce que là, les sols sont différents. Mais donc, entre types de sols, on peut avoir parfois une dizaine de jours de différence entre dans l'avancée de la végétation, ce qui à ce moment-là ne devient absolument pas négligeable. Et donc c'est vrai que ça, c'est une des réflexions. En Belgique, c'est une grosse réflexion qu'on a, en sachant que le sud, où il fait un peu plus chaud, à l'échelle de la Belgique, hein, mais est sur des sols sableux, et le nord est plus haut en altitude et pas sur des sols sableux. Et donc là, on a parfois vraiment des grosses différences. Or, c'est la même date de fauche. Vous discutez avec les agriculteurs du sud, ils ne peuvent pas faucher avant le 1er juillet, ils râlent, parce que depuis le 10 juin, tout est en fleurs et épillé, et au 1er juillet, tout est mort sur pied. Et vous discutez la même chose avec des agriculteurs d'Ardennes plus haut en altitude ou autre. Eux, ils sont très contents de la qualité du fourrage, parce que limite, au 1er juillet, c'est encore vert et bonne qualité de fourrage. Dans la pratique, c'est de fait pas idéal. Après, d'un point de vue administratif et légal, si on doit mettre une date de fauche différente pour chaque commune, on ne s'en sort pas. Et... Oh, oh non, oh, non, on ne va pas rentrer dans la discussion de somme de température. Somme de température, je ne vais pas critiquer, mais il y a qu'en France où les gens font ça. Et quand les idées ne sont pas prises ailleurs, il faut se poser la question. Mais non. Mais non, non, mais c'est compliqué là, parce qu'en fait, on va avoir, vu qu'on est sur des végétations très différenciées d'une parcelle à l'autre, et la somme de température marche sur un truc style RECRA. Non, non, parce qu'en Belgique, non, c'est tout au 1er juillet. Après, on peut avoir, alors en Belgique, sur les mesures agroenvironnementales, on a des cahiers des charges spécifiques. Et donc, celui qui met en place le cahier des charges peut dire, ben, chez toi, on observe tel oiseau, et donc on va changer le cahier des charges. Non, ici, c'est juste 15 mois. Mais voilà, mais sur la somme de température, sur des choses très diversifiées, c'est quasiment ingérable, parce qu'en fait, on ne les connaît pas, les sommes de température pour la plupart des plantes. Mais voilà, sur une diversité floristique, c'est compliqué, et je disais dans ces réflexions-là. Nous, enfin, une somme de température commençait à partir du 1er février. Nous, on a comme problème que chez moi, en étant dans le sud de la Belgique, la nuit dernière, il est encore gelé. Comment est-ce que je prends en compte des sommes à partir de là, on rentre. Et alors, quand il neige dessus. Voilà. Écologue, etc. Ouais. On va te remercier. Et on va écouter